16 juin 1940, Paul Reynaud a cédé la place au maréchal Pétain. La France est entrée dans un processus irréversible qui la conduira à la capitulation face à Hitler. De ce jour au 22 juin 1941, date de l'entrée des troupes allemandes en Union soviétique, l'Angleterre est virtuellement seule face à une Allemagne maîtresse de l'Europe. Ses rares alliés, Yougoslavie, Grèce, s'effondrent l'une après l'autre. Pendant les mois de juin et juillet 1940, l'Allemagne va donc multiplier les tentatives de séduction vis-à-vis d'une Angleterre encore intacte et isolée. Elle se sent d'autant plus fondée à le faire que de 1933 à 1938, la politique extérieure britannique a eu pour objectif essentiel d'éviter un nouveau conflit mondial à partir de l'Europe et est donc allée fort loin dans la voie des concessions à l'Allemagne nazie. Or, Hitler se heurte à une résolution inébranlable cette fois-ci des Britanniques, incarnée par un homme nouveau, nommé Premier ministre le 10 mai 1940, Winston Churchill. À toutes les offres de paix de Berlin, il répondra par son célèbre rugissement. Son obstination, qui rappelle celle de William Pitt face à Napoléon, galvanise le peuple anglais et elle permettra à l'Empire britannique de traverser dans l'unité la plus grande l'année terrible, 1940-1941. Rarement, l'histoire d'une grande guerre aura tenu à ce point à la ténacité d'un grand homme et d'un grand peuple, en parfaite rupture l'un et l'autre avec le passé récent. Il faut donc expliquer tout d'abord cette rupture et se demander quelle était la politique de la Grande-Bretagne avant Churchill. L'Angleterre de l'entre-les-deux-guerres avait implicitement considéré que l'engagement massif du pays aux côtés de la France, entre 1914 et 1918, avait été, sinon une erreur, au moins un pari terriblement coûteux. Avec la crise de 1929, l'Angleterre se replie sur son espace impérial et décide, lorsque les nazis arrivent au pouvoir en 1933, d'éviter les erreurs de 1914 en apaisant les doléances allemandes. Concrètement, l'Angleterre accepte de laisser peu à peu à l'Allemagne et à son alliée italienne une position de plus en plus prééminente en Europe. À l'automne 1938, le nouveau Premier ministre, Neville Chamberlain, ira jusqu'au bout de cette logique en acceptant, avec les accords de Munich, le dépeçage de la Tchécoslovaquie au profit de l'Allemagne et en contraignant la France du Front populaire finissant à le suivre sur ce terrain glissant. Politique des élites conservatrices et impériales, l'appeasement trouve son relais à gauche dans la tendance pacifiste, puissante au Parti travailliste, pour laquelle la guerre doit être évitée à tout prix. Contre ce courant dominant, un homme, presque seul, se lève. Winston Spencer Churchill. Qui est-il? Cet aristocrate non conformiste, excellent historien mais faible économiste, a eu une carrière politique à la fois exemplaire et quelque peu chaotique. S'il a occupé tous les grands postes, intérieur, marine pendant la guerre de 14, finance, où de son propre aveu, il aura été un ministre exécrable, Churchill s'est aussi barré lui-même la route du 10 Downing Street par la combinaison de son humour féroce, de son indiscipline légendaire et de ses excentricités diverses, qui vont de l'hostilité totale à Gandhi en Inde, qu'il a traité de fakir nu, à son soutien romantique au roi Édouard VIII avant son abdication. Son opposition à la stratégie d'appeasement, nourrie par son hostilité à l'establishment, est encore renforcée par son intuition. Très vite, en effet, il se rend compte que Hitler n'est ni Mussolini, qu'il aime bien, ni même le Kaiser, qu'on pouvait canaliser, mais un tout autre personnage historique, voué à la destruction nihiliste. Tous ces traits de caractère pourraient l'isoler. Ils vont au contraire le faire apparaître aux Anglais sous un jour nouveau, éminemment sympathique. Comment la situation se retourne-t-elle en la faveur de Churchill? Alors que les accords de Munich étaient immensément populaires en novembre 1938, lorsque Chamberlain prétendait apporter la paix à l'Europe pour un siècle, la violation quasi immédiate de ces accords par Hitler en mars 1939, avec la destruction de la Tchécoslovaquie, entraîne un profond renversement de l'opinion. L'appeasement cesse tout d'un coup d'être la politique officielle. 6 mois plus tard, en septembre 1939, le déclenchement de la guerre ramène Churchill au ministère de la Marine, théoriquement sous les ordres de Chamberlain, mais en position de force croissante. Au printemps 1940, le climat change. Daladier d'abord, puis Chamberlain sont renversés par leurs parlements respectifs et remplacés par 2 adversaires résolus de Munich, à Paris Paul Reynaud, le protecteur du colonel de Gaulle, et à Londres Winston Churchill, qui est désigné le jour même où l'offensive allemande met brutalement fin à la drôle de guerre. Churchill n'est pas encore très assuré de son autorité
Et il doit, dans les 2 premiers mois de son gouvernement, encaisser une série impressionnante de défaites. Effondrement de la Norvège, des Pays-Bas, capitulation du roi des Belges, encerclement du corps expéditionnaire britannique à Dunkerque, renversement de Paul Reynaud et reddition de la France du maréchal Pétain. Et pour finir, déploiement d'une armada aérienne allemande à proximité immédiate de l'Angleterre dans le Pas-de-Calais. De plus, il doit aussi faire face à des ennemis plus ou moins dangereux, susceptibles sinon de le renverser, au moins de lui nuire sérieusement. Qui sont ces ennemis? Les nazis tout d'abord l'ont repéré comme leur ennemi le plus implacable. Ils vont s'efforcer de reconstruire, ou au moins d'aider le parti de Munich, dispersé par Churchill quelques semaines plus tôt. À Lisbonne, le duc de Windsor, ex-Édouard VIII, espère revenir sur le trône pour y établir une sorte de Vichy sur Tamise. Mais velléitaire et discrédité, il n'est guère pris au sérieux et il finira par accepter de se rendre aux Bahamas jusqu'à la fin de la guerre. Plus dangereuse, l'équipe de Chamberlain comprend encore quelques hommes de premier plan qui s'agitent beaucoup à Washington, Madrid ou à Stockholm sous le prétexte d'explorer les offres de paix allemandes. Ils attendent l'erreur politique ou militaire de Churchill qui leur permettrait d'agir et dans un premier temps, ils vantent en catimini le réalisme d'un Pétain en France. Enfin, obstacle particulièrement redoutable, l'ambassadeur des États-Unis à Londres, l'Irlandais-américain Joseph Kennedy. Admirateur de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, il est un adversaire à peine dissimulé de Churchill. Kennedy a fait écrire par son jeune fils, John Fitzgerald, le futur président des États-Unis, un petit livre reportage sur Munich très élogieux pour Chamberlain. Il est, contre la volonté de Roosevelt, le lien entre les isolationnistes américains et les Munichois britanniques. Churchill aurait pu être désarmé par la conjonction de ces forces nuisibles. Or, c'est le contraire qui va se produire. Comment Churchill a-t-il agi? Il a tout simplement décidé, froidement et délibérément, d'aggraver tous les jours les relations anglo-allemandes pour couper toute retraite aux hésitants. Premier choix, Churchill accueille le général de Gaulle à bras ouverts et le pousse délibérément à délester de l'autorité de Vichy le nombre le plus grand possible de colonies françaises. Ce qui compte, c'est d'élargir le fossé avec la France de Pétain. Avec le bombardement non moins prémédité de la flotte française de la Méditerranée, repliée sur la rade de Mers-el-Kébir, à Oran, le 3 juillet 1940, la volonté de couper ces ponts est la même. Churchill ne veut pas seulement paralyser la flotte de Vichy. Il souhaite aussi, peut-être même surtout, indiquer à l'opinion anglaise qu'il n'y aura pas de capitulation et que ceux qui pactisent avec Hitler en France aujourd'hui, mais aussi, implicitement, en Angleterre demain, seront traités comme des ennemis à part entière. Au même moment, juillet 1940, un scandale à l'ambassade américaine permet à Churchill de se débarrasser sans encombre de Joe Kennedy, au grand soulagement de Roosevelt. Un chiffreur, proche de l'ambassadeur, fournissait en effet des informations confidentielles à un réseau d'extrême droite russe blanc. Kennedy doit partir. Après avoir refusé avec hauteur l'offre de paix très insuffisante de Hitler, Churchill est enfin confronté, dès la fin juillet, à une vaste offensive aérienne dont on sait aujourd'hui qu'elle visait davantage à faire plier psychologiquement l'Angleterre qu'à permettre un débarquement hasardeux sur les côtes anglaises. Non seulement la Luftwaffe de Göring est mise en échec dans le ciel de Londres à partir de la mi-novembre, mais surtout Churchill, par un nouveau coup d'audace, consolide sa position politique. C'est lui en effet, et personne d'autre, qui décide de mettre fin à l'accord tacite par lequel Anglais et Allemands avaient jusqu'ici évité de faire un usage massif des bombardements aériens sur leurs villes respectives. En envoyant des appareils de la RAF sur Berlin en novembre 1940, au moment précis où le Premier ministre soviétique Vyacheslav Molotov vient négocier avec Hitler le nouveau partage de l'Europe, Churchill prend ce risque et fait perdre la face aux dirigeants nazis, à Göring en particulier. La riposte allemande sera massive et stupide. Le blitz sur les villes anglaises fera des dizaines de milliers de victimes civiles, mais il soudera définitivement l'opinion derrière le Premier ministre. Si Churchill a décidé de prendre de tels risques, c'est avant tout parce qu'il sait que les Américains finiront par intervenir. En poussant les Allemands à accumuler erreurs et violences, il parvient à convaincre la majorité des Anglais de tenir bon jusqu'à ce moment-là. En effet, derrière la gesticulation héroïque, Churchill a avancé son grand dessein atlantique. Face aux épreuves du Blitz, l'opinion américaine évolue rapidement. Après sa réélection de novembre 1940, Roosevelt a les coudées plus franches
pour accélérer les livraisons de matériel militaire américain à l'Angleterre selon une nouvelle modalité, le pré-bail. À Hollywood, où Churchill a personnellement dépêché Alfred Hitchcock, qui réalise 2 chefs-d'œuvre de propagande, le lobby britannique marque des points sans cesse plus importants. Le jour où l'Amérique entrera en guerre, le rapport des forces à l'Ouest ne pourra que se renverser. C'est convaincu de cette équation fatale que Hitler décide d'accélérer coûte que coûte l'attaque contre l'Union soviétique qu'il imagine décisive. Auparavant, la machine de guerre allemande aura, en mai-juin 1941, humilié une dernière fois l'Empire britannique avec Rommel dans le désert de Libye, la croix gammée sur le Parthénon, la cathédrale Saint-Paul et Buckingham Palace en flammes. Qu'importe l'humiliation. À cette date, Churchill est certain de l'imminence de l'attaque allemande contre Staline. Il peut compter sur Roosevelt. L'Angleterre a gagné la guerre. Seul et 4 ans avant tout le monde.